Bonjour, donc nous allons attaquer ce nouveau 5 à 7. Vous avez répondu très nombreux à cette invitation et on en est très heureux parce que le sujet était très décalé par rapport à nos approches très urbaines habituelles. Donc je suis très heureuse d'accueillir Jean Viard, François Delarue, que je vous présenterai pour ceux qui ne les connaissent pas tout à l'heure. Donc présenter Jean Viard, ça pourrait être très simple parce que tu te présentes comme sociologue, point. Sociologue, point, rien d'autre. Mais comme François Hacher, c'est un sociologue qui est économiste au départ, diplômé d'économie, et il est également directeur de recherche au CNRS, au CEVIPOF, qui est le centre de recherche politique de Sciences Po, mais il est aussi éditeur. Il dirige les éditions de l'Aube, et il a de très nombreux domaines de spécialisation. L'agriculture de très longue date, il vous racontera, c'est un campagnard, tu as des bêtes, et tu pratiques la chose depuis assez longtemps, tu nous expliqueras, mais aussi, il s'est beaucoup fait connaître sur les temps sociaux, les vacances, les 35 heures, mais aussi, il s'est beaucoup intéressé à l'espace, à la politique. C'est l'ancien président des groupes de prospective tourisme au commissariat au plan et à la DATAR. Il réalise aussi du conseil aux entreprises, aux collectivités locales, et puis c'est un auteur très fécond. Il a écrit avec Bertrand Hervieux Au bonheur des campagnes, l'archipel paysan, donc ça n'est pas, son intérêt pour l'agriculture n'est pas récent. Plus récemment, l'éloge de la mobilité. Et cet ouvrage, François, que tu pourrais montrer, qu'il faut absolument se procurer, la lettre aux paysans et à ceux qui ne le sont pas. En plus, il n'est pas cher et il se lit en un aller-retour métro très rapidement. Enfin, il mérite une relecture. Je crois que tu le sors en livre de poche. Oui. Aussi, donc il va être encore moins cher. Mais moi, je trouve ces ouvrages très courts que vous lisez très vite extraordinaires parce qu'il y a une sorte de condensé d'informations et de prise de position qui est tout à fait agréable et intéressante. Et cet ouvrage a reçu un accueil très enthousiaste du monde agricole. Bien que Jean Viard bouscule ce dernier, comme il sait bien le faire parce qu'il adore ça. Jean Viard adore provoquer et bousculer. Donc, mais ça plaît beaucoup au monde agricole qui réagit positivement puisque tu leur proposes de prendre le pouvoir et tu leur proposes un véritable pacte avec la ville. Donc, pour l'anecdote, je citerai aussi que c'est l'ancien futur président d'Euroméditerranée, puisque si la gauche avait été élue à Marseille, tu aurais eu la présidence d'Euroméditerranée. Mais vu la complexité du pouvoir politique à Marseille, tu vas quand même présider la commission centre-ville et tu es vice-président de la communauté urbaine. Donc, tu ne es pas complètement éloigné des préoccupations des aménageurs. Donc, je pense qu'il nous fait un vrai cadeau en venant parler avec nous, sachant que Jean Viard aujourd'hui s'exprime à la télévision un petit peu partout et est très écouté comme sociologue et comme tribun. Voilà. Et donc, il discutera avec François Delarue. François Delarue est un haut fonctionnaire, X-Pont, qui a fait du cabinet, comme on dit, dirigé même des cabinets du ministre de l'Équipement. Il a souvent travaillé dans l'aménagement, d'abord en DDE, mais aussi il a été directeur, très souvent mon directeur, à la ex-direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, directeur de cabinet, directeur actuel de l'agence foncière de l'Île-de-France, de la région parisienne. Et pourtant, c'est un homme de contenu et un homme d'engagement. Donc moi, je peux en témoigner parce que j'ai travaillé avec lui et ça a été une période très agréable parce qu'on avait de vrais échanges sur le fond. Et François fait partie des aménageurs qui pensent que l'agriculture est une chose très importante pour le débat urbain aujourd'hui. Et vous allez voir la lecture très attentive et savante qu'il a faite de cet ouvrage. Je voulais rajouter aussi le fait que ce sujet nous intéresse, particulièrement au sein du Club Ville Aménagement, où je conduis avec deux aménageurs ici présents, Éric Bérard, qui dirige la Serme de Montpellier, et Alain Garès,
qui dirige SEM Constellation à Toulouse, un groupe de réflexion sur les grands territoires, à propos desquels nous sortons bientôt un premier ouvrage aux éditions du Moniteur. Et notre souci est de commencer à travailler à ces grandes échelles territoriales qui sont l'échelle réelle de la ville aujourd'hui, et de conférer des qualités à ces territoires complètement oubliés de l'aménageur et de l'aménagement. Dans le cadre de cette réflexion, l'agriculture nous a occupés avec des acteurs ici présents, et on a voulu s'opposer au fait que l'agriculture était considérée comme du vide, comme la variable d'ajustement de la ville. Alors nous avons analysé plusieurs expériences phares, dont celle du Triangle Vert au sud de Paris, qui a eu le prix de l'environnement cette année, mais aussi celle de l'agglomération lyonnaise, qui est très mobilisée sur cette question. Nous avons regardé des expériences européennes, et c'est vrai que l'Europe du Nord est plus mobilisée que nous sur ces questions, et je pense notamment aux Pays-Bas. Moi, j'avais organisé un atelier à Breda, où vraiment l'agriculture est la limite de la ville, et aussi le partenaire de la ville. Cet été, à Helsinki, avec le Club Ville Aménagement, nous avons pu voir à quel point l'agriculture pénétrée dans le tissu urbain était considérée comme un élément de valorisation de l'urbain, mais en même temps, les négociations ne sont pas simples. Donc, face à ces différentes questions, mais surtout aux questions de la double crise environnementale, économique et la crise de la raréfaction des terres agricoles, je pense que le message de Jean Viard est très important. Il nous a dit que l'agriculture pouvait devenir un acteur hyper moderne, terme qu'il partage avec François Hacher, du développement durable et du monde urbain. Et il les sollicite pour être réellement ces acteurs, donc en considérant qu'il y a une opportunité historique en croisant les enjeux du développement durable, de la raréfaction des terres agricoles, de la montée du coût des produits. Donc aujourd'hui, cette dimension de l'agriculture est une dimension à prendre en considération à part entière. Nous ne sommes pas les premiers, et même toi, tu n'es pas le premier à en parler. Moi, j'ai été l'élève de Bernard Lassus, paysagiste, qui a beaucoup travaillé sur cette question en nous parlant de notre rapport à l'incommensurable qu'on était en train de perdre. Quand on peut évoquer également la mobilisation des paysagistes, et je pense notamment à Michel Corajou, qui pense que la campagne est le monument de la ville. Donc, l'essai de Jean Viard vient à point, comment on dit ? Nommé, je ne trouve plus, pour qu'on puisse aller encore plus loin et débattre avec vous de cette question qui nous paraît essentielle. Donc, je laisse la parole à Jean. Merci. Bon, alors c'est difficile parce qu'elle est tellement élogieuse, Ariella, donc vous aurez un peu raboté, mais bon, c'est vrai qu'en ce moment, je suis un peu suroccupé. En plus, je n'avais pas bien prévu que j'aurais autant de choses à faire à la communauté urbaine de Marseille. Mais bon, c'est intéressant, même si on a parfois... C'est un autre sujet. Sujet compliqué. Bon, non, mais si vous voulez, alors, moi, je suis un babacou, là. Je suis allé m'installer à la campagne au début des années 70, en communauté. J'habite toujours au même endroit. J'ai eu un tracteur. C'est pour ça aussi qu'avec le monde agricole, pendant longtemps, ils ne m'écoutaient pas, quoi. Je veux dire, c'était pas possible, quoi. Mais maintenant, j'ai des complicités. Je peux parler Renault, dire qu'il est orange, discuter la taille de la vigne, la plantation des asperges, phytosanitaires. Bon, avec l'âge, ça crée une certaine forme de complicité. Et hier, par exemple, j'ai ouvert le congrès des chambres d'agriculture et le président Guyot, il m'invite et tout, alors qu'il ne m'a jamais invité à la FNSEA. Donc il y a effectivement des évolutions sur ces questions, mais y compris parce qu'effectivement, si vous voulez, mon trajet de recherche, pour dire les choses simplement, moi j'ai commencé dans les années 70 à travailler quand je suis allé m'installer à la campagne, sur les transformations, je suis allé m'installer en Provence, et donc sur les transformations de là où j'habitais. C'est pour ça que j'ai toujours eu deux fils de recherche. C'était l'arrivée des résidents secondaires et des touristes dans cette zone rurale, et puis les enjeux agricoles. Et donc, dans mes travaux, la cohérence de fond, elle vient de là, si vous voulez. Et mon premier livre s'appelait La campagne inventée, que j'avais signé avec Michel Marié, qui est le premier livre des éditions Actes Sud. Et c'est comme ça qu'on avait créé les éditions Actes Sud, c'était avec ce livre, puisque si vous voulez, j'avais rencontré Hubert Nissen dans un dîner, lui rêvait de créer une maison d'édition hors de Paris, ce qui apparaissait totalement insensé, et moi je voulais un éditeur avec Michel Marié, on avait un manuscrit qu'on ne savait pas où éditer, et donc ça a lancé les éditions Actes Sud, ce qui explique aussi que j'ai toujours eu deux métiers, puisqu'effectivement je suis chef d'entreprise, même si en ce moment... Bon,
les affaires sont particulièrement mauvaises. Enfin, j'ai quand même publié à l'Aube 1400 livres, et effectivement, à Actes Sud, un certain nombre, et les éditions de l'Aube que j'ai créées sont une filiale, enfin, c'est une rupture à Actes Sud, et au début des années 80, on a donc créé les éditions de l'Aube, que certains d'entre vous connaissent, notamment par les travaux d'aménagement, mais ma fierté première, c'est quand même Václav Havel et Gao Xingqiang. Donc, si vous voulez, c'est tous ces métiers qui font effectivement ma démarche, juste pour poser un petit peu les choses. Si vous voulez, sinon, moi, je suis un élève d'Edgar Morin, c'est-à-dire que j'ai fait ma thèse avec Edgar Morin, je continue parfois à l'éditer, et si vous voulez, pour simplifier, quand je dis je suis un élève d'Edgar Morin, c'est effectivement parce que c'est le monde de référence où je suis, et c'est comme ça, au fond, que j'ai été amené à la recherche, tout en étant économiste, et en ayant effectivement au départ ce type de formation, juste pour simplifier les choses. Et si vous voulez, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi j'ai une vision sur notre société extrêmement positive, c'est-à-dire je trouve qu'on est dans une époque de l'humanité absolument passionnante. Je pense que, au fond, pour dire les choses simplement, et c'est là où je suis très morinien, si vous voulez, moi, je considère qu'on vit la réunification de l'humanité, que c'est un processus qui a duré des dizaines de milliers d'années, et dans 1000 ans, 2000 ans, on dira le moment où l'humanité s'est réunifiée. Et le moment où effectivement l'homme, parti sans doute d'Afrique, la Terre a été entièrement conquise, la conquête est terminée, donc tous les problèmes d'extérieurs spatiaux disparaissent, tous les problèmes de hiérarchie des cultures se réorganisent, Obama en est un symbole parmi d'autres, et surtout il n'y a plus d'extérieur. Et donc on est dans un monde où on ne peut plus conquérir d'espace. Et donc on conquiert du temps. Et on se bat sur le temps parce qu'on ne peut plus se battre sur l'espace, même si en ce moment on se met à racheter l'espace. On le voit très très bien comment la Chine ou d'autres pays se mettent à racheter l'espace africain. Mais fondamentalement, il n'y a plus d'espace à conquérir pendant quelques siècles, quelques centaines de siècles. Et donc, il y a du temps. Et alors, on se bat sur le temps. On a gagné 25 ans d'espérance de vie entre générations. On gagne 3 heures d'espérance de vie par jour. On fait 6000 fois l'amour, on fait 1500 fois avant 14. Bon, on peut prendre de multiples indicateurs comme ça. Et puis on est obsédé par le durable, c'est-à-dire par le long terme des civilisations, les générations, le droit des enfants à naître, etc. Toute une vision évidemment très différente de celle de Jules Ferry, des conquêtes coloniales, etc. Et donc on est là-dedans. Et dans cette société, on est fondamentalement en crise de récit, c'est-à-dire que ce que je suis en train de vous dire n'est pas la vision commune des choses. Ce qu'on voit, c'est tout ce qu'on perd. Et tout ce qu'on a, les repères qu'on n'a plus, les problèmes de territoire, de frontières, d'identité nationale, etc., comment ça se transforme. Et moi, je dis souvent, comme formule un peu provocatrice, on est dans une société du bonheur privé et du malheur public. Et les hommes ont rarement été aussi heureux. D'ailleurs, 80% des Français disent qu'ils sont heureux de leur couple, de leur métier, de leur maison. Alors bon, quand on vous pose la question d'un sondage, c'est rare que vous disiez tout de suite que vous êtes désespéré, mais je pense que c'est redressé. Mais il faut l'entendre quand même, il faut l'entendre. Mais par contre, effectivement, d'abord, il y a une partie de la société qui est malheureuse, mais c'est pas si simple, c'est évident. Et puis surtout, il y a une crise profonde du bonheur public. Les ministres, vous discutez avec un politique, ils vous disent toujours il faut reconstruire du lien social. Je me suis alors dit, mais pas du tout. Le lien social va très bien, mais il s'est privatisé, il est sorti de la sphère publique. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de lien social. Quand je fais 4 fois plus l'amour que mon grand-père, ce n'est pas un objectif quantitatif en soi, je suis d'accord. Mais bon, quand par exemple on est dans des sociétés, on travaille en France 12% du temps collectif. Moi, quand j'aménage une ville, enfin j'aménage pas, mais quand je conseille un décideur, je dis, est-ce que tu sais 88% du temps de ta ville n'est pas consacré au travail. N'est pas consacré au travail, exactement. Or, vous parlez de travail toute la journée. Est-ce que vous savez que sur les 45 km qu'on fait chaque jour, il n'y en a que 13 ou 14 qui servent à aller travailler? Les autres ne servent pas à aller travailler. Est-ce que vous avez cette vision de la société? C'est-à-dire, c'est une société du lien privé, c'est une société du relationnel, et c'est une société, vous savez qu'on vit 700 000 heures, c'est un de mes chiffres fétiches, nos grands-parents avant 14 vivaient 500 000 heures, et nos filles vivront 800 000 heures. Et on travaille 63 000 heures par avoir droit à la retraite. Alors on fait souvent plus, vous me direz, mais enfin quand même, alors qu'on travaillait 200 000 heures avant 14. Donc avant 14, on travaillait 200 000 heures, on dormait 200 000 heures, on vivait 500 000 heures. Il restait 100 000 heures où on ne dormait pas, où on ne travaillait pas dans les milieux populaires. Aujourd'hui, dans les milieux populaires, on vit un peu moins de 700 000 heures. Les ouvriers, on leur prend quand même 7 ans, mais bon, et on travaille 63 000 heures, 100 000 heures devant la télé. Bon, donc il faut avoir ces chiffres. Non, mais il faut regarder ces bouleversements du temps et de l'espace. Voilà, c'est pour dire, c'est le fond. Aujourd'hui, je vous parle d'agriculture, mais
si vous voulez, moi, c'est ces chiffres qui sont énormes, quoi. Je trouve que, alors bien sûr qu'il y a des crises, il y a des ruptures, il y a des souffrances dans tout ça, mais il faut quand même regarder tout ça, y compris quand on aménage une ville, quoi. Se dire que 88% du temps n'est pas un temps de travail, et c'est d'ailleurs la question du bruit, vous le connaissez comme moi dans la ville, etc. Tout ça est évidemment des questions tout à fait centrales. Bon, je voulais juste dire ça un peu en chapeau pour ceux qui ne me connaissent pas, mais c'est un peu les fondamentaux, si vous voulez, que j'utilise toujours, notamment ces chiffres, cette augmentation de l'espérance de vie, cette dilution des pratiques, la multiplication du temps qu'on passe avec nos enfants. On peut prendre de multiples indicateurs, avec des tas de problèmes dans ce bouleversement. Je ne suis pas un chantre du bonheur sur Terre, mais il faut faire attention des discours actuellement d'échec, de destruction, etc. Donc je voulais dire ça un peu en chapeau, y compris parce que la question du développement durable, la question de l'agriculture, etc., se pose dans ce mouvement-là de la société. Si on a l'impression que les sociétés se défont, si on a l'impression que les sociétés sont plus pauvres qu'avant, si on a l'impression que les revenus s'écartent, eh ben, on regarde une société qui n'est pas ce qu'on observe. On est dans une société où effectivement il y a deux bouts qui se sont écartés, 0,1% qui ont pété un câble à droite, si j'ose dire, à droite, enfin plutôt dans les beaux quartiers, et puis une partie de la société qui est très pauvre, mais qui est moins pauvre sans doute qu'avant, et dans une société qui, au fond, sur ces processus-là, il faut faire attention, quoi, je veux dire, le fait, à ce qu'on a mis au centre du discours collectif, et ce qui est effectivement la réalité des pratiques. Bon, il faut regarder tout ça. Alors après, je voulais dire ça un peu en chapeau, si vous voulez, par rapport à ma façon de regarder les choses. Alors, si on vient au sujet plus d'aujourd'hui, sur des questions plus agricoles, au fond, ce qui me semble intéressant, c'est de dire que le fer poussé est en train de renverser son rapport avec le fossile. Et que l'énergie fossile, on pourrait dire ça des capitaux d'ailleurs, qui sont une forme de travail fossilisé, mais surtout évidemment l'énergie, finalement avait écrasé le fer poussé et l'avait mis dans le passé, comme un vieux métier, une vieille activité, le paysan avec le béret sur la tête, le front bas, enfin bon, tout ce qu'on peut trouver, même si ça avait quand même beaucoup évolué depuis quelque temps. Mais l'idée que le fer poussé, le vivant, est en train effectivement de reprendre la main sur le fossile, à mon avis, c'est ça la question absolument centrale. Et ça va nous donner une nouvelle hiérarchie des lieux, des fonctions, des métiers. Et quand je dis ce que tu disais, Ariela, j'explique ça aux paysans, qu'effectivement l'agriculture redevient un métier hyper moderne, c'est effectivement parce qu'ils sont des gestionnaires du fer poussé professionnel, ils n'en sont pas les seuls, ils n'en sont pas forcément tout le temps, il y a des évolutions, il y a plein de choses qui ont profondément changé, mais y compris dans les villes, vous savez que la majorité, je veux dire, le fer poussé, ça va du pot de fleurs, pour moi, jusqu'évidemment à la grande exploitation et à l'ensemble des pratiques du fer poussé. On pourrait quasiment y rajouter le vivant, l'animal, le fait qu'il y ait plus de vétérinaires en ville qu'à la campagne, etc., etc. C'est-à-dire l'ensemble de ces pratiques qui ne sont pas forcément exactement de même nature, mais qui quand même sont là complètement transversales. Bon, ça c'est le fond, la première idée. La deuxième chose que je veux dire aussi un peu dans mon introduction, c'est que bon, il faut partir de la crise que nous vivons, c'est-à-dire le grand problème qui nous est posé aujourd'hui, c'est de redonner un horizon à nos sociétés. Et au fond, la première des solidarités, c'est de partager un futur. Et qu'une société qui ne partage plus de futur, elle ne partage plus de solidarité, et du coup, à ce moment-là, elle se délite. Et ce qui est en train de se passer depuis 25 ans, c'est qu'on n'a plus les solidarités d'idéologie du progrès, on n'a plus la représentation que nos enfants vivront mieux que nous, on a même la représentation inverse, on a basculé brutalement avec la fin du mythe du progrès, la fin du mythe révolutionnaire, etc. On est brusquement basculé dans la conviction que nos enfants vivront moins bien que nous. Et donc là, on a une inversion extrêmement profonde parce qu'on n'a plus d'horizon positif. Et parce qu'au fond, le récit de la transformation qu'on est en train de vivre, on ne l'apporte pas. Une société vit dans son récit. Vous vivez dans votre récit, vous ne mangez pas pour vous nourrir, vous ne faites pas l'amour pour vous reproduire. Sinon, vous y prendre à 3000 fois, c'est vraiment une productivité catastrophique. Donc, tout ça fait qu'effectivement, il faut se dire qu'on est dans une crise profonde du récit et que ce qu'on est en train de vivre avec cette crise, il y en aura peut-être d'autres, des comme ça. Vous savez que cette année, il y aura 50 millions de nouveaux chômeurs, 3 000 milliards d'emprunts que paieront nos enfants au niveau mondial. Donc, pour donner des chiffres un peu massifs, bon là, on vient de licencier 20 millions de Chinois ce mois-ci. Bon, ils sont très très nombreux, mais on est dans des phénomènes de masse, de danger, d'explosion absolument déterminants, qui peuvent être extrêmement graves ou pas, j'en sais rien. Mais il est clair que l'éclairage de l'horizon est un des éléments de sortie de crise, et que dans cet éclairage de l'horizon, le problème de dire aux gens qu'un monde durable est possible, le fait de dire aux gens qu'un monde solidaire est possible,
le fait de dire aux gens qu'un monde de diversité est possible, où la plus petite des cultures et la plus grande des cultures en termes de puissance ont la même légitimité symbolique, et où effectivement la question n'est plus de détruire, de dire attention, l'histoire de la création des cultures est terminée, la conquête de l'homme a créé de la diversité culturelle, le grand danger de nos sociétés c'est de tuer cette diversité culturelle parce qu'on vit dans le même monde. Et comment est-ce qu'effectivement ce stock de création, on va le protéger tout en faisant du commun? Comment on va inventer du commun avec ça? C'est extrêmement compliqué, mais ça relève d'ailleurs aussi des problèmes des cultures agricoles, de la culture de la rareté, comment tout ça s'intègre dans l'hypertechnicité, donc de tous ces processus de basculement. Mais je crois qu'il faut le dire comme ça. Et juste sur la crise, moi, bon, bien sûr, c'est parce que c'est un de mes auteurs, mais j'ai toujours trouvé que ce que disait Václav Havel au moment de l'effondrement du communisme me reste central, c'est-à-dire les pays démocratiques capitalistes croient que c'est leur adversaire qui s'effondre, c'est en fait la domination de l'économie sur les sociétés qui est en train de se défaire. Et je trouve que c'est le cœur de la réflexion de Václav Havel. On peut en tout cas en discuter, mais disons, c'est en tout cas une question intéressante à se poser, ce qui ne veut pas dire que ce ne sont plus des sociétés économiques, évidemment. En plus, moi qui suis plutôt un libéral en économie, même si je suis un élu de gauche, mais bon, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais c'est pas forcément contradictoire, mais effectivement, je crois quand même qu'il faut regarder tout ça, et donc se dire qu'en ce moment, nous avons des problèmes de court terme, nous avons des problèmes d'aménagement, et nous avons des problèmes de dire un horizon est possible. Ce que a réussi d'une certaine façon Obama, ce que ne réussit pas Nicolas Sarkozy. Quand il fait le PR, l'autre jour à la télé j'ai été extrêmement violent, mais quand il fait le PR en même temps que maintenant, on ne comprend plus rien. Parce qu'on a, soit on dit il y a un horizon, je ne suis pas contre le nucléaire, forcément c'est pas du tout la question, mais est-ce que c'est maintenant qu'il faut l'afficher quand justement on a besoin d'un horizon qui doit être plutôt durable, effectivement, même si le PR peut être dedans, c'est pas la question, mais à ce moment-là il faut construire le discours pour le placer. Donc comment on fait ces choses-là? Moi je crois que c'est important de regarder tout ça et se dire que quand on parle de développement durable, quand on parle de nouveaux rapports au nourrir, à l'aliment, à la nature, à l'identité, l'aliment, le nourrir, la nature. Bon, en plus, on est dans un monde agricole. Moi, je dis souvent aux paysans, en fait, l'idéologie de l'homme productif a dominé la mer nourricière. Et l'agriculture moderne, c'est quand même beaucoup ça, le gros tracteur et tout ça. Bon, il y a toute une idéologie où le paysan étant dans l'arriéré de la société, il a surinvesti dans la technique pour ne pas être complètement nul. Et qu'effectivement, dans la chimie, dans la taille du tracteur, etc., comme tout le monde savait très bien que celui qui restait à la terre, c'est parce qu'il avait été mauvais à l'école ou que c'était le petit qu'on avait fait sur le tard, bah, il a fallu qu'il contrebalance, effectivement, avec des processus hyper technologiques. Et tout ça, bon, quand on le dit dans un congrès agricole, ça fait rire un peu jaune, mais c'est évidemment des éléments. Non, mais ils le savent en même temps, ils l'ont entendu 100 fois. Donc, et il est clair que là, il y a tout un problème de tout ça. Donc après, une fois que j'ai placé ça un peu en cadre, si vous voulez, je vais essayer de sortir une dizaine d'idées qui nous rapprochent encore plus de l'agriculture, pour essayer effectivement qu'on aille vers les sujets qu'on a posés aujourd'hui. Alors, la première idée que je mettrai en avant, c'est qu'il faut sortir de l'idée que l'agriculture est un problème. C'est-à-dire que depuis 25 ans, quand on pense agriculture, on pense coût de la politique agricole commune, vache folle, pollution des nappes phréatiques, tout ça est vrai, c'est pas du tout que ce n'est pas vrai. Mais effectivement, c'est comme ça qu'on voit le métier. Au point que le monde agricole est celui qui désire le moins que ses enfants soient paysans. Ce qui est quand même extraordinaire. Dans les sondages d'opinion, les gens des villes, quand on leur dit ce que vous voudrez que votre fils soit paysan, oui, ça serait bien. Alors bon, c'est vu de la ville, mais le monde paysan qui est un monde familial qui se reproduit sur place, si on peut dire les choses comme ça. C'est quand même les seuls Français aujourd'hui qui passent quasiment tous les jours devant le monument aux morts, et c'est leur nom qui est dessus, de la guerre de 14. Et c'est quand même le cas de 70 à 80% des agriculteurs. Vous, ça ne vous arrive pas tous les matins de passer devant le monument aux morts où il y a votre grand-oncle. Donc c'est ça être agriculteur. C'est labourer un terrain où on est culturellement enraciné. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont très modernes en technique et très archaïques en culture, bien souvent, éventuellement en politique. Et donc on est effectivement dans ce décalage, alors que nous, on est des êtres mobilisés, mobiles par rapport à ça. Pas mobilisés, mais beaucoup plus mobiles, donc plus faciles à transformer culturellement que cette population-là. Et donc la question, c'est comment on passe de l'agriculture problème à l'agriculture solution. C'est-à-dire se dire au fond, l'agriculture porte une partie des solutions aux questions que se posent nos sociétés. Non pas aux solutions agricoles, mais aux solutions que se pose la société sur le développement durable, sur le faire pousser, sur l'idée effectivement qu'il y a des solutions pour que le futur de la planète soit habitable. Et que s'il n'y a pas de solution pour que le futur de la planète soit habitable, on va aller vers des Khmers verts idéologiques, vers des totalitarismes verts, vers évidemment des procédures extrêmement dangereuses et extrêmement explosives. Et donc, c'est cette question, comment on passe de l'agriculture problème à l'agriculture. Et je leur dis, vous devez être des porte-paroles de l'agriculture solution, ce qu'ils ne sont pas. Ils ne sont pas du tout.
Et actuellement, ils sont tout le temps en train de défendre. Et hier, en rigolant, mais je leur dis souvent, je dis, vous avez eu 10 ans le portable de Chirac, alors vous pensiez qu'il suffisait de l'appeler le soir pour résoudre des questions agricoles, et du coup, vous avez bougé sur rien. Ben maintenant, vous n'avez plus le portable de Sarko, il va falloir se mettre au boulot. Et donc, effectivement, là, il y a une rupture. Mais c'est vrai qu'ils avaient tous le portable de Chirac, le président de la FNSEA, le président de la Chambre agricole, etc. Au fond, c'est comme ça qu'ils géraient le changement, c'est-à-dire l'absence totale de changement. Ce qui est dommage, parce que Jacques Chirac aimait à la fois les vaches et l'écologie, donc il aurait pu faire le pont. Mais il n'a pas fait le pont. Donc, bon. Donc ça, c'est la première idée plus agricole. Alors, la deuxième idée, évidemment, c'est que les questions agricoles ne sont évidemment pas l'apanage des seuls agriculteurs. Ça, c'est évident. Les questions agricoles sont des questions de société, des questions identitaires. C'est bien évidemment la question de l'aliment, qui est complètement centrale, qui est une question fondamentalement politique. On a commencé à faire de la politique pour faire des greniers, pour stocker l'aliment. Il est évident qu'une société ne peut pas se permettre de laisser mourir ses sujets. Enfin, en principe, il y en a qui l'ont fait, c'était une tactique politique utilisée à une certaine époque, dans certains endroits, pour supprimer certains types d'agriculteurs. Mais bon, on ne va pas faire trop de polémique ici, mais enfin bon, c'est pas normalement la fonction principale du politique. Et donc, du coup, la question agricole ne sont pas l'apanage des agriculteurs, et on est dans une situation où on va devoir nourrir 9 milliards d'individus dans un contexte de réchauffement climatique, ce qui n'est pas impossible. Quand on lit les textes des années 50 sur l'idée de nourrir 6 milliards d'individus, les mecs disaient c'est impossible. Et c'était panique à Bab el-Oued. Alors que c'est pas plus impossible d'en nourrir 9 milliards. Et d'ailleurs, actuellement, il n'y a pas de famine technologique, il y a des famines politiques. Mais je veux dire, là où on meurt de faim, c'est parce qu'il y a la guerre, c'est parce qu'on n'amène pas l'aliment. C'est pas parce qu'on ne sait pas produire l'aliment. La planète a largement des capacités de production, même si la mutation des climats, et ça c'est une chose qu'il faut toujours avoir dans l'œil, fait qu'on ne sait pas si tous les ans, partout, on sait se nourrir. Et donc, le problème de la circulation, vous voyez, par exemple, le fait que le blé dur en Argentine, en Australie, il n'y ait pas eu de récolte depuis 2 ans, vous savez, quand les blés avaient tellement augmenté, c'est parce que l'évolution climatique a fait que 2 ans, il n'y avait pas en Australie de blé dur, de blé tendre. Et du coup, le marché mondial, c'est complètement... Donc, il y a besoin de ce marché mondial, y compris, sans doute, avec les enjeux climatiques nouveaux. Il faut bien comprendre qu'il y aura besoin d'un marché, pas forcément d'un marché, mais en tout cas d'une circulation évidemment régulatrice des problèmes alimentaires. Mais la question, c'est comment on va nourrir 9 milliards d'individus dans un contexte de réchauffement climatique à 25 ans, en tenant compte du fait que des grands pays agricoles peuvent ne plus être des grands pays agricoles. Allez vous promener en Sicile et allez vous promener en Sibérie. Et dites-vous, la Sibérie avec le réchauffement climatique, sans doute, ça sera une zone à blé. Alors que la Sicile, quand on y va et qu'on se dit que c'était le grenier à blé des Romains, il ne veut pas manger grand-chose, parce que c'est quand même particulièrement pelé. Donc là, on voit dans tous ces bouleversements, et il faut se dire que, par exemple, y compris la question pour la France, mais ce n'est pas un sujet d'aménagement de l'Île-de-France, mais est-ce qu'on sera un grand pays agricole dans l'évolution du réchauffement climatique? C'est compliqué, parce qu'il est clair que le réchauffement climatique va avoir un effet sur nos propres territoires agricoles, sur la consommation d'eau, etc., alors que d'autres territoires vont le gagner. Et donc ça, je crois que c'est important. Alors, ce qui veut dire une chose, c'est que l'agriculture qui est devant nous, elle est tiraillée entre deux objectifs. L'objectif de 9 milliards et la question de la proximité. Et la question de la proximité,